à une élection sans le peuple au cœur d'une crise économique et sanitaire. Pour nous aider à décrypter tout cela, Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Merci de nous répondre. Vous êtes spécialiste des enjeux internationaux, particulièrement dans cette région, et fondateur du site internet Le Monde Décrypté. C'est surtout, on est d'accord, avant d'analyser tout cela, l'ampleur du résultat qui était attendu plus que le nom lui-même. D'abord, est-ce une élection ? Je pense que si on regarde les choses de près, à partir du moment où 593 candidats n'ont pas pu se présenter, à partir deuxièmement où les religieux, à 75% dans le Conseil des gardiens de la Constitution, ont la main sur les décisions, on n'est ni dans le système démocratique, ni dans le système laïque. Donc je pense qu'il faut que nous, en tant que démocratie, nous nous protégions et que nous n'utilisions peut-être pas le mot d'élection sur une situation qui n'est pas vraiment élective. Bon. Donc, c'est le mot de nomination que vous choisiriez ? C'est une validation présidentielle. Donc, par le guide suprême. Par le guide suprême, oui. Décide. Et donc la grande inconnue, effectivement, c'était le taux d'abstention. Bon. Le taux d'abstention était relativement faible il y a 4 ans, 27% seulement. Quand il y a eu les élections... Là, il est officiellement à 50%. Voilà, officiellement. Donc, il est certainement entre 30 et 40 au maximum. C'est-à-dire que si on fait des petits calculs arithmétiques, M. Raïssi était déjà candidat il y a 4 ans. Et il avait 15 800 000 voix. Rouhani a eu 23 millions de voix. Il est fort probable que cette fois-ci, en étant premier, avec exactement le même nombre de voix, moins de voix qu'il y a 4 ans, en étant pratiquement le seul candidat. Donc on voit l'ampleur de la crise politique à l'intérieur du pays. Il y a d'un côté un extrémisme radical religieux, et puis peut-être 75-60% de la population qui veut mettre fin à ce régime religieux, justement. Au fond, je pose une question peut-être un peu naïve, mais quelle importance que ce président soit nommé quand on sait qu'il n'a pas tant de pouvoir que cela en Iran, à part un pouvoir de représentation ? Voilà, et aussi un pouvoir d'organisation. Bon, un chef de gouvernement a toujours quand même toutes les manettes sous ses responsabilités. Donc là, sous le contrôle du guide suprême. Tout à fait. Et donc, il ne faut pas s'attendre à des changements, par exemple, dans le domaine nucléaire. Ce serait très, très étonnant qu'il y ait un changement de cap, parce que c'est, comme vous venez de le dire, c'est Khamenei qui maintient la situation dans les grandes négociations internationales. Mais le problème numéro 1 de l'Iran, c'est bien sûr son économie, et non pas forcément à cause des sanctions américaines, qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, mais à cause de 40 années de gestion très, très incohérente. Il faut savoir qu'à la fin du Shah, n'est-ce pas, l'Iran produisait à peu près 6 millions de barils par jour pour 40 millions d'Iraniens. C'est maintenant, et avant les sanctions, 4 millions de barils par jour pour 82 millions d'Iraniens. C'est-à-dire que les revenus du pétrole par tête d'habitant ont été divisés par 3. Et voilà la grande... Quelle est la conséquence sur place ? Comment vit le peuple iranien qui visiblement ne se déplace pas pour aller voter ? Bien, le peuple subit la hausse des prix. La hausse des prix est liée à l'inflation. Plus personne croit dans la valeur de la monnaie. Donc voilà, c'est la grande difficulté. La planche à billets fonctionne à plein puisqu'il n'y a plus de rentrée de devises. Donc c'est une deuxième raison, moins de rentrée, planche à billets, donc la monnaie part. Comme il y a beaucoup de produits importés, à ce moment-là, les prix flambent et le cycle de l'inflation est lancé. Donc maintenant, le prix du poulet devient inabordable, le prix du pain aussi. Donc les gens sont en grande difficulté. La classe moyenne est en train de disparaître. Donc la société iranienne est au bord, peut-être, d'une nouvelle implosion. Avec un appel au boycott de cette élection, où en est aujourd'hui l'opposition, on va dire, en Iran ? Peut-elle être active ? Enfin, a-t-elle le droit, ne serait-ce que d'être active, et dans quelle ampleur, finalement ? Alors, il y a différents types d'opposition. Regardez l'ancien président de la République, Ahmadinejad, n'est-ce pas, qui, lui, a même milité en tant qu'ancien président pour le boycott. Donc, à l'intérieur du système, il y a déjà une opposition qui s'installe. Deuxièmement, il y a l'opposition historique
de l'organisation des combattants du peuple iranien, l'OMPI, donc qui a des réseaux importants en Iran. Il y a plusieurs centaines d'unités de résistance qui sont installées dans toutes les villes et qui mènent des opérations en dehors du tractage, etc., mais même de lancer de cocktails Molotov sur les bâtiments donc du régime, aussi bien les forces de police que de la sécurité, que de la justice, que des fondations religieuses qui ont un grand pouvoir de corruption dans le pays. Donc il y a vraiment des formes d'opposition. Il y a aussi la présence du fils du précédent Shah. Donc il y a des formes. Maintenant, je crois que tout le monde est d'accord sur une laïcisation ou une relaïcisation du régime. Maintenant, comme même tout en haut. Pardon ? Que tout le monde est d'accord, même tout en haut. Ah non, puisque ce sont les religieux. Mais bien sûr que, si vous voulez, l'opposition s'affiche contre la présence des religieux au pouvoir qui ont mené le pays à la ruine après 40 ans de gestion, parce qu'au lieu d'investir à l'intérieur, avec déjà moins de revenus pétroliers, mais ils sont partis vers l'extérieur, avec les Hezbollah au Liban, en aidant Bachar el-Assad en Syrie, en maintenant une présence énorme iranienne dans le voisin ô combien important irakien, en aidant les Houthis, en ayant un programme balistique, en ayant un programme nucléaire. Donc quand vos dépenses augmentent de cette façon-là et que vos recettes ont été divisées, c'est la catastrophe intérieure. Alors, on parlait d'économie, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi le côté sanitaire qui, visiblement, n'a pas été particulièrement bien géré. C'est une catastrophe sanitaire liée au Covid en Iran. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a d'abord eu une négation, et vous citiez le guide suprême, qui a osé dire que cette pandémie était un don de Dieu pour le peuple iranien. Donc, on touche à la folie. Et donc, effectivement, dans cette vision-là, il y a eu absence de réaction. Et je citais tout à l'heure donc, un mouvement et le Conseil national de résistance iranienne qui, fort de 547 points d'observation, hôpitaux et cliniques, annonce hier 313 000 décès, n'est-ce pas ? Donc on est dans des chiffres qui n'ont rien à voir. C'est le principe de tous les pays à système autoritaire. Les chiffres sont manipulés. On voit ça à l'extrémité de l'Europe. Et on voit aussi donc, au Moyen-Orient, le pays, les chiffres officiels sont autour de 85 000 morts. Donc là, on est à pratiquement 4 fois plus. Bon, pour venir sur la scène internationale, le président nouvellement élu aura notamment pour mission de réussir quand même si vous nous dites que ce n'est pas l'essentiel, à renégocier cet accord sur le nucléaire pour essayer de lever au maximum les sanctions américaines. Il va essayer, certainement, c'est un besoin. Il ne faut pas oublier que Ebrahim Raïssi a été impliqué dans un certain nombre de dossiers très sanglants. Et je m'attends à ce qu'un certain nombre d'ONG, un certain nombre d'associations des droits de l'homme mettent le projecteur sur le passé d'Ebrahim Raïssi. Là, le régime a pris un risque en menant au pouvoir un homme qui a un passé avec du sang sur les mains. Et je crois qu'un certain nombre d'organisations vont se faire l'écho de cette situation antérieure de façon à dire « regardez qui nous avons en face de nous ». Peut-on, Gérard Vespierre, comparer ce qu'il se passe en ce moment en Iran en termes d'élection, en tout cas, ou de nomination que vous... Validation. Peut-on comparer avec ce qu'il s'est passé récemment en Syrie ou en Algérie sur les élections, là aussi avec des oppositions muselées? Vous me faites plaisir. Parce que j'ai commis un article, comme on dit récemment, sur justement la comparaison Syrie, Algérie et Iran. Donc tout à fait, vous avez des pays qui sont complètement enquistés, paralysés, où vous avez entre l'Algérie et l'Iran la puissance militaire, les gardiens de la révolution, les services de sécurité qui tiennent le pays. Et vous avez la même situation en Algérie, avec les ressources naturelles, pétrole, gaz, dans le cadre de sociétés nationalisées. Donc les gens au pouvoir, l'armée, les services de sécurité, reçoivent les bénéfices à titre, ayons pas peur des mots, personnel de cette situation-là. Donc il y a beaucoup de corruption. Et à un moment, les choses se gâtent, le peuple en a assez, descend dans la rue, c'est le mouvement
le système dehors était le slogan du Irak, et on entend entre les lignes exactement le même slogan en Iran, n'est-ce pas? Le système dehors. Bon, voilà, situation qui n'est pas facile à décrypter, mais on y arrive avec vous, Gérard Vespierre. Merci d'être venu nous la décrypter, donc cette situation iranienne. Vous êtes fondateur du site Le Monde Décrypté, spécialiste évidemment de la région. Et on rappelle l'élection, donc, même si ce ne sont que des résultats provisoire, mais cela ne fait peu de doute au vu des bulletins déjà dépouillés. 62% des voix pour Ebrahim Raïssi qui devient le nouveau président d'Iran. Merci Gérard Vespierre.